Au Japon, on peut trouver des distributeurs automatiques de petites d'occasion. Dans 99% des animés, le vent souffle un peu trop fort au niveau des jupes. Et quand les japonaises font sécher leur linge dehors, on leur vole leur kit. Wow, stop le Japon, c'est quoi cette fixette que t'as sur les sous-vêtements? Bien sûr, il y a déplorablement des pervers absolument partout dans le monde, mais au moins en France, ils ne s'amusent pas à voler les culottes. Haute-Loire, un voleur de petites culottes interpellé à Saint-Privat d'Allier. Le quadragénaire est suspecté d'avoir dérobé des sous-vêtements appartenant à des voisines. Bon, autant c'est malheureux, mais en France, on peut se réjouir que ce genre d'événements deviennent des articles de journaux. Parce qu'au Japon, c'est tellement fréquent qu'une japonaise qui fait sécher ses sous-vêtements dehors, eh bien c'est une prise de risque. Ou alors elles ont une technique, c'est de mettre des caleçons au milieu des sous-vêtements pour femmes. Alors non, ça n'a rien à voir avec le fait de les porter pour plus de confort, c'est juste pour donner l'illusion qu'un homme habite dans cet appartement aussi. Ça peut dissuader les potentiels voleurs. C'est triste, mais c'est vrai. Alors certes, d'un côté on a les voleurs et les pervers, et tous les japonais ne sont absolument pas comme ça. En revanche, je constate, et je pense que vous avez constaté, que le soft power japonais, la pop culture japonaise, est assez enclin à faire du contenu sur le sous-vêtement des femmes. Que ça soit dans Dragon Ball, ou alors au cinéma. Oui, c'est Hentai Kamen, c'est un super-héros qui a une culotte sur le visage et son nom littéralement ça veut dire pervers masqué. Mais ça va encore plus loin, le sous-vêtement c'est quelque chose de marketing au Japon et on peut le retrouver sur des téléphones ou encore des bouteilles. Non vraiment il est temps de fouiller pour comprendre d'où vient cette obsession, depuis quand elle est là, pourquoi elle est là et comment elle se retraduit dans le quotidien des Japonais. Magie animée. Et c'est l'annonce, mesdames et messieurs, du jeu Black Clover M Rise of the Wizard King sur iOS et Android. Et vraiment, les graphismes, ils ont mis le paquet, oui merci. Clairement, il y a d'autres jeux de licence avec des animés, on a été beaucoup moins bien servi. Et surtout, on a le doublage originel de la série, quel bonheur. Tu peux vivre ou revivre le parcours de Asta qui n'a aucune compétence pour la magie et qui pourtant veut devenir l'empereur mage. Et pour ceux qui connaissent pas, ne vous inquiétez pas, c'est très bien raconté et ça reprend depuis le début. Et d'ailleurs c'est très fluide entre le téléchargement du jeu qui se fait en même temps que la cinématique interactive pour t'apprendre les bases du gameplay. Franchement c'est la première fois que je vois ça sur un jeu mobile et je voulais le notifier. Une fois dans le jeu, tu vas pouvoir recruter plein de personnages et composer ton équipe en fonction du type de chacun. Et pas besoin de mettre des sous, juste en complétant tes missions régulièrement, tu peux obtenir un SSR. Vous pouvez aussi explorer le monde magique sur une carte ouverte, aller pêcher dans la nature et même cuisiner dans votre guilde. Il y a même aussi un mode PVP pour te battre, voilà, contre des vrais joueurs quand tu en as marre de taper des mobs. Et vraiment, je tiens à le dire, ça fait plaisir que les développeurs aient pris leur temps pour pondre quelque chose d'aussi quali. Terminez l'émission pour obtenir 100 tirages et un personnage SSR. Et vous avez bien sûr le lien dans la description pour télécharger le jeu Black Clover M Rise of the Wizard King. Je vais vous montrer à quoi ressemblaient les sous-vêtements au Japon avant le XXe siècle. Voici le modèle, vous voyez que c'est assez fin, c'est très aéré, et non ce n'est pas une erreur de montage, c'est juste pour vous dire qu'au Japon, avant le XXe siècle, il n'y avait pas de sous-vêtements. La raison, vous inquiétez pas, elle est tout à fait logique. C'est tout simplement parce que si on porte des sous-vêtements sous un kimono, après un premier passage aux toilettes, on est bon pour refaire tout le processus pour remettre le kimono. Et comme c'est assez long et fastidieux, on oublie le sous-vêtement. Enfin, pas totalement non plus, parce que les femmes de l'époque pouvaient avoir ce qu'on appelle un kroshimaki. Littéralement, ça veut dire enroulé autour de la taille, donc les femmes n'étaient pas nues sous leur kimono, mais pour autant, il n'y avait pas vraiment de choses qui étaient en contact avec leur entrejambe. Alors que chez les messieurs, on avait quelque chose qui était bien, mais bien en contact avec l'entrejambe, c'est ce qu'on appelle le fundoshi. C'est un pagne qui est réservé uniquement aux hommes, ça couvre l'entrejambe, mais ça vous laisse les fesses complètement à l'air. On en voit souvent au Japon durant les matsuri, et aujourd'hui, même les femmes y ont droit. Mais comme on peut le porter sans rien au-dessus et que ça dérange personne, eh bien ça ne rentre pas vraiment dans la définition d'un sous-vêtement. C'est juste un vêtement. Non, le véritable premier sous-vêtement à l'occidental qui est arrivé au Japon comme on l'entend aujourd'hui, il s'agit du drawer. Zrosu en japonais. Alors ça ressemble à ça, et bien sûr les premières personnes à les avoir portés au Japon, ce sont les écoliers et les écolières. Ça se passe durant l'ère Taisho, donc de 1912 à 1926, et ça vient en même temps en fait que les uniformes qui intègrent la culture japonaise. Il y a aussi certaines femmes adultes qui ont suivi le mouvement parce qu'elles étaient assez riches et donc du coup elles voulaient s'habiller dans la mode occidentale, mais c'est rien de très significatif. La grande majorité de la population n'est absolument pas prêt à avoir un tissu si proche et si collé à l'entrejambe. Imaginez-vous quand vous en avez jamais porté, ça doit faire vraiment bizarre d'avoir un bout de tissu à cet endroit. Ça doit gêner, ça doit frotter, et même si les femmes dans les années 20 étaient assez d'accord pour dire que les kroshimaki n'étaient pas pratiques,
musique, il y a ce genre de phrase qui pouvait sortir. Le Drawers est dégoûtant et ne devrait pas être porté. Wow, on n'y va pas avec le dos de la cuillère, donc vous comprenez qu'il y a une forte barrière à l'entrée pour le sous-vêtement à l'entrée du Japon. Et pourtant aujourd'hui, on peut dire que 100% des Japonais portent des sous-vêtements à l'occidental, donc comment ça s'est passé? Comment on modifie un comportement social inscrit depuis plusieurs millénaires sur une population de dizaines de millions d'habitants? Et bien pour ça, il faut un drame. La température explose, autour des flammes à perte de vue. Le bois crépite accompagné de cris de désespoir. Nous sommes le 16 décembre 1932 à Tokyo, dans le magasin Shirokiya, un des 3 grands magasins principaux de kimono d'Edo. Mais c'est dans cet énorme bâtiment que le Japon va vivre une de ses plus grandes catastrophes urbaines. 9h15. Tout commence dans le rayon pour jouets. La période de Noël se rapprochant à grands pas, il faut que tout soit parfait. Un grand sapin est érigé devant les rayons, et justement, un employé repère une ampoule éteinte au niveau du sapin de Noël. L'ouverture du magasin n'est que pour dans 45 minutes. Il devrait trouver une solution d'ici là. Il monte sur une échelle pour l'atteindre. Il tripote l'ampoule, il trifouille, et malencontreusement, un fil touche la douille. Des étincelles sautent de toutes parts et certaines se retrouvent sur le sapin, qui prend feu. L'employé descend de l'échelle à toute allure et part chercher de quoi réparer son erreur. Mais les quelques secondes qu'il va passer à trouver une solution vont laisser au feu le temps d'atteindre un tas de jouets en celluloïd. Une résine particulièrement, mais alors particulièrement inflammable. L'employé revient enfin avec un extincteur et devant ses yeux, il voit l'enfer. C'est le rayon entier qui est en feu. Conscient de son erreur et par sentiment de culpabilité, l'employé s'engouffre et tente tant bien que mal de contenir les flammes. Il lutte encore. L'extincteur ne lui fournit qu'une maigre riposte. Et à bout de souffle, il finit par s'effondrer, asphyxié par le monoxyde de carbone. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que cet incendie, il ne se déclare pas n'importe où. Il se déclare au 4e étage. Le chiffre maudit au Japon, le chiffre de la mort. Le grand magasin Shirokiya comporte 8 étages, et donc ce n'est qu'une question de temps avant que le feu ne dévore chaque étage pour monter jusqu'au dernier. Rapidement, les pompiers sont alertés, et les Japonais ont l'habitude des incendies, mais pas de cette envergure. C'est la première fois de l'histoire du Japon qu'un grand bâtiment est en train de brûler. Toute la population tokyoïde s'amasse aux alentours de l'incendie, et chacun voit avec effroi que les pompiers sont démunis face à 14 000 mètres carrés enflammés. 31 camions de pompiers sont mobilisés, mais aucune de leurs échelles ne permet d'atteindre une hauteur supérieure à celle du 5e étage. Pourtant, à l'intérieur, tous les employés se sont réfugiés plus haut, au 7e étage. Il n'y a qu'une seule solution, pour les pompiers au sol, ils dressent un filet de sauvetage. Pour chacun des employés coincés par les flammes, c'est le saut de la foi. 19 mètres de hauteur, un seul essai. À cette hauteur, le filet de sauvetage paraît horriblement petit. Après quelques secondes d'hésitation, le premier se lance. C'est une réussite. Il est sauvé. Plus que 79. Un à un, les employés sautent. L'évacuation se passe bien, tout le monde commence à reprendre espoir. Toute erreur de trajectoire est fatale, et certains la prennent à leurs dépens. Imaginez-vous l'ambiance. Vous venez de voir quelqu'un sauter et qui vient de perdre la vie, et c'est à votre tour. Vous n'avez aucune garantie de rester vivant, mais la seule garantie c'est que si vous restez là, vous allez mourir par les flammes. Et pourtant, parmi les employés, il y a un groupe qui semble bien décidé, bien déterminé à ne pas sauter. Des femmes. Que des femmes en kimono. En 1932, rien d'anormal, c'était encore la tenue la plus commune chez les femmes. Mais on sent que quelque chose les gêne. Aucune d'entre elles ne veulent sauter. La peur? Non, la honte. En effet, l'incendie a ramené autour du magasin énormément de passants et de curieux. Une énorme foule s'est formée et vous allez me poser la question, quelle honte à sauter pour survivre et échapper aux flammes? Est-ce que c'est encore la notion du sacrifice et de l'honneur à la japonaise? Non. Rien à voir. La honte ici, c'est celle de se retrouver durant le saut, les parties intimes à l'air, à la vue de tous. Et c'est pour cette unique raison que ces femmes sont coincées d'un côté par les flammes et de l'autre par la pudeur. Midi. Les pompiers japonais parviennent à maîtriser l'incendie, mais ils constatent avec effroi que tout le groupe de femmes sont mortes, calcinées. Toutes, sans exception, portaient des kimonos, sans sous-vêtements. La nouvelle se répand alors. L'absence de sous-vêtements a amené des femmes à se laisser mourir. Si vous ne voulez pas connaître le même sort, alors portez des sous-vêtements. Et c'est comme ça que le port de sous-vêtements au Japon a brusquement augmenté. Et je pense que parmi vous, il y avait pas mal de gens qui connaissaient déjà cette histoire, parce qu'elle apparaît dans pas mal de manuels d'histoire, et même des manuels de pompiers au Japon. Mais en fait, ce récit
est totalement faux. C'est une légende urbaine. Alors attention, l'incendie, lui, il est bel et bien réel, mais ce groupe de femmes en kimono qui ne voulaient pas sauter pour pas qu'on voit leur partie, eh bien n'existe pas. Ça, c'est une invention pure et dure. Les femmes en kimono, croyez-moi, à l'époque, elles ont toutes sauté. Ce côté sous-vêtements, pas sous-vêtements, ah j'ai honte, tout a été inventé, ou plutôt transformé. Parce qu'à l'époque, il y avait vaguement une histoire d'une employée qui était tombée d'un étage car elle a utilisé une de ses mains pour couvrir son entrejambe. Mais de bouche à oreille, l'histoire s'est transformée et la rumeur est devenue assez imposante pour laisser sa trace dans des manuels d'histoire. Mais est-ce que la rumeur, bien que fausse, a poussé les femmes japonaises à porter plus de sous-vêtements? Eh bien, ça tombe bien, j'ai une statistique là-dessus. Entre l'année 1932, donc l'année de l'incendie, et 1933, le port de sous-vêtements a augmenté de 1%. Et 90% des femmes de l'époque ne portaient pas de sous-vêtements tout court. Mais alors pourquoi ça a si peu évolué? Eh bien pour la même raison que les femmes au 7e étage en kimono n'ont pas ressenti la moindre honte durant le saut. Parce qu'à cette époque au Japon, même en place publique, exposer ses parties intimes, ce n'était pas un tabou. La honte de l'entrejambe. Aujourd'hui, on peut exposer ses bras, son cou, ses jambes, son dos absolument librement sans que ça ne pose absolument aucun problème. Et pourtant, il y a une zone, clairement, on ne peut pas l'exposer. Il s'agit bien sûr de l'entrejambe et dans 99% des pays, vous ne pouvez pas l'exposer et c'est même interdit, illégal de les exposer. Et même si on pouvait, il y aurait un sentiment de honte à le faire, on n'a pas envie de le faire. Est-ce que vous êtes déjà demandé pourquoi? D'où vient ce sentiment de honte? Moi non plus. Mais j'ai commencé à me questionner quand j'ai découvert qu'au Japon, à l'époque où les Japonais n'avaient pas de sous-vêtements, ils n'avaient pas honte d'exposer leur entrejambe. Comme vous le savez, les Japonais ont une vision très différente de la nôtre en ce qui concerne la nudité. Elle est très dissociée de la sexualité. Il y a aussi bien sûr les onsen qui existent depuis des millénaires au Japon et on se retrouve absolument nu devant des parfaits inconnus. Alors là, bien sûr, ce sont des cadres particuliers, mais Shoichi Inoue, professeur d'architecture et de mode japonaise au Centre international d'études japonaises, nous apprend que les femmes japonaises durant les années 30, même dans la rue, étaient plutôt à l'aise. En revenant de leur course, lorsque les femmes japonaises étaient surprises par un coup de vent, la plupart tenaient plutôt fermement leur sac de course plutôt que d'agripper le bas de leur kimono. Deuxième cas de figure, il était courant de voir des femmes vêtues en kimono enjamber avec désinvolture quelqu'un allongé sur le sol. Et enfin, troisième cas de figure, dans les villages agricoles, les femmes travaillant au champ avec leur kimono rassemblés autour de leur taille, et les gens les voyaient souvent uriner debout sur les sentiers entre les rizières, en plein jour. Ah oui, on était vraiment très à l'aise au Japon. Mais au fur et à mesure que les Japonais, et surtout les Japonaises, ont commencé à mettre des sous-vêtements, il y a eu une prise de conscience sur une honte d'exposer ses parties intimes. Donc c'est intéressant de voir que cette honte, elle n'est pas innée, elle est construite. Plus on cache quelque chose, plus ça devient intriguant, plus ça devient convoité, plus ça devient une obsession. Et ça, il y a une certaine catégorie de personnes qui l'a comprise plus vite que les autres. Le début des culottes. Très ironiquement, en 1946 au Japon, donc après la Seconde Guerre mondiale, il y a une catégorie de personnes qui portent volontairement toutes des sous-vêtements. Ce sont les Pampan Girls, Pampan Girls en anglais. Et on ne parle pas d'une petite communauté, attention, les Pampan Girls à cette époque au Japon, ça représente 100 000 habitants sur l'archipel. Ce sont des femmes qui, durant la guerre, le plus souvent ont perdu leur famille, leur mari, leurs biens, et elles sont contraintes de faire des parties de Scrabble avec le plus offrant. Et le plus offrant à cette époque, ce sont les forces d'occupation, soit les soldats américains. Mais alors pourquoi seulement elles portent des sous-vêtements? Pourquoi pas tout le monde? Eh bien la vérité c'est que les autres femmes à cette époque auraient bien voulu avoir des sous-vêtements, mais elles ne pouvaient pas. Pour comprendre, il faut remonter quelques années en arrière. Pendant la guerre, d'un seul coup, la grande majorité des femmes ont adopté ce qu'on appelle le mompei. C'est un pantalon ample avec un cordon sur chaque cheville. Mais ce n'était absolument pas par plaisir ou par choix. Cette tenue a été rendue pratiquement obligatoire pour les femmes pour qu'elles participent à l'effort de guerre. Le kimono traditionnel étant très peu pratique pour les travaux manuels, le gouvernement a donc imposé le mompei. Et comme on peut pas porter de koshimaki en dessous du mompei, et bien par extension, le sous-vêtement a été massivement adopté. Trouver de la nourriture est difficile, mais en plus de ça, il y a une pénurie de textiles. Elle est si forte que les gens ne peuvent absolument pas se préoccuper d'avoir des sous-vêtements lorsqu'ils ont tout juste les fonds nécessaires pour avoir des vêtements tout court. Alors, les japonaises abandonnent les sous-vêtements, sauf bien sûr les Pampan Girls. Pourquoi elles décident d'investir pour le garder? J'ai envie de dire, à votre avis, c'est parce qu'elles en ont un peu besoin professionnellement parlant. Elles sont postées en extérieur devant des gares stratégiques comme celles de Yurakucho, Shinjuku ou Ueno. Comme tenue, elles ont un haut assez basique avec une jupe, et elles décident d'avoir ces sous-vêtements. Vous l'aurez compris, c'est pour que les forces d'occupation américaines ne puissent pas atteindre la cible trop facilement.
si vous voyez ce que je veux dire. Le sous-vêtement devient alors le dernier rempart, un rempart face à l'obscénité. Et ça, le gouvernement japonais l'a très bien compris. Et donc avant que ce sous-vêtement, le jowo, le zrosu en japonais devienne un objet caractérisant trop une certaine profession, ce qui pourrait freiner son expansion, le gouvernement fait massivement la promotion des sous-vêtements auprès de sa population. Il avance l'argument selon lequel il est nécessaire pour préserver la chasteté de chacun. Très ironique lorsqu'on sait par qui il est porté à cette période. Et comment ils font cette campagne de communication? C'est tout simplement en faisant des défilés de sous-vêtements. Ce n'est pas une blague, main dans la main, le gouvernement japonais et la Wacoal Corporation, qui est une entreprise de sous-vêtements même encore aujourd'hui, vont mettre en place des défilés de sous-vêtements pour le grand public. L'objectif, c'est pas que visuel, c'est aussi d'apprendre aux japonais comment on met des sous-vêtements. On présente le zrosu avec des modèles plus chics, mais aussi des soutiens-gorge. Dès le lendemain, les journaux japonais s'emparent de cette information pour faire leurs gros titres et mettre des photos. Oui, des grosses photos. Vous imaginez bien que ces photos plaisent beaucoup aux messieurs et rapidement, les sous-vêtements sont adoptés par les japonais et les japonaises. Sauf qu'il y a un petit phénomène qui fait son apparition et qu'ils n'avaient pour le coup pas trop prévu. C'est que certes, au début des années 50, maintenant tous les japonais et toutes les japonaises portent des sous-vêtements, mais elles ne sont pas habituées à en porter, si vous voyez ce que je veux dire. En gros, elles ne savent pas comment se tenir avec, et peut-être que les messieurs qui regardent cette vidéo ne savent pas de quoi je parle, mais mesdames, je pense que vous avez très bien compris. En gros, une femme, lorsqu'elle porte une jupe, elle ne peut pas trop écarter les jambes. Et donc ça aussi, c'est marrant, mais il a fallu l'inculquer à la population japonaise qui au début n'avait pas trop l'habitude et ça a écarté les jambes quoi. Et c'est intéressant parce que c'est pile à ce moment-là que exposer son entrejambe au Japon est devenu quelque chose de honteux. Et c'est même monté d'un cran, c'est pas seulement exposer son entrejambe qui est devenu honteux, c'est même exposer ses sous-vêtements qui est devenu honteux. Et comme vous le savez, si on a honte de l'exposer, alors ça devient un objet de convoitise. Et c'est là où ça va partir en sucette. Parce que depuis tout à l'heure, on a vu dans les années 20, c'était vraiment l'apparition des sous-vêtements. Dans les années 30, on réfute les sous-vêtements. Dans les années 40, on l'adopte un peu de manière forcée. Dans les années 50, c'est bon, on le veut. Et maintenant, on est dans les années 60. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça devient un objet marketing. Pantila. Vous en avez déjà tous vu dans les animés, il s'agit d'instants très courts, très brefs, où on peut apercevoir les sous-vêtements féminins. Pour le coup, ça ne date absolument pas d'hier, ça a été créé dans les années 60, et non pas par un mangaka qui avait la main dans le fut, mais par une mangaka, Machiko Hasegawa, qui l'a fait pour la première fois dans le manga Sazae-san. Puis ensuite, c'est au tour de Osamu Tezuka dans Astro Boy de récupérer la pratique. Et je tiens à dire qu'au début, c'est très innocent, mais progressivement, ça devient de plus en plus agressif. On commence à utiliser ça dans des mangas plus shonen, plus seinen, et finalement plus pour adultes tout court. En fait, ça marche parce que c'est transgressif, mais pas trop. Ça joue vraiment sur l'attention du spectateur, où c'est quelque chose de très bref, très discret, et qui est quand même marquant. Et finalement, le phénomène franchit la barrière du manga et de l'animé pour arriver dans le monde réel, dans la pub. Maintenant, il nous faut un domaine un peu beauf pour qu'on puisse caler ça. Quelqu'un a une idée? Pub pour voiture, pas mal. Un peu plus fort? Oui, pub pour de l'essence. Des petits plans où la jupe est retournée et où on voit les sous-vêtements avec les quelques mots Moretsu. Alors je ne suis pas sûr de la traduction, mais c'est pour moi de l'argot pour dire travaillons à fond. Mais, vous ne pouvez pas imaginer l'impact qu'a eu cette pub. C'est elle la genèse d'un phénomène encore présent aujourd'hui. Elle sort en 1969 et dès l'année qui suit, les écoliers, les collégiens, les lycéens se mettent tous à retourner la jupe des filles en classe. Ah, les problèmes. Ça s'appelle Moretsu Gokko et comme vous l'entendez, Moretsu, ça vient directement de cette pub. Et finalement, comme c'est injuste de s'attaquer uniquement aux jupes des filles pour qu'on voit leurs sous-vêtements, eh bien on va s'attaquer également aux garçons en leur baissant leur froc, tout simplement. Ah vraiment, l'impact de la pub, je vous l'ai dit, hein, il est fantastique. Le but sous-jacent de ce jeu Moretsu Gokko, c'est bien entendu d'identifier la couleur des sous-vêtements de l'autre. Oui, des écoliers, des collégiens et des lycéens. Ah, c'est pas moi qui fais les règles, hein, c'est comme ça. Et est-ce que ça ne vous rappelle rien? École et couleur de sous-vêtements. J'imagine quelqu'un qui débarque pour la première fois sur la chaîne et de se dire mais quelle espèce de dégénéré, qu'est-ce qu'il apprend à ses abonnés lui? Bien sûr, il s'agit de la règle dans les écoles japonaises, comme quoi il faut venir avec des sous-vêtements de couleur blanche uniquement. Je tiens tout de même à préciser que depuis mars 2021, ce n'est pas aboli, mais maintenant c'est interdit de vérifier si les élèves ont bien des sous-vêtements de couleur blanche. Mars 2021. Bon, pour en revenir à la culture pop, elle se souviendra surtout du retournement de jupe, le skatomekuri en japonais. Mais sincèrement, je pense que vous ne vous rendez pas compte à quel point le panchira et le skatomekuri est
banalisé et popularisé au Japon, même encore aujourd'hui. Alors quand c'est dans des animés pour adolescents, pour adultes, je peux à peu près comprendre. Surtout que souvent celui qui mate se fait démolir la figure. Le message est plutôt bon, ne retournez pas la jupe des filles, c'est mal. Mais parfois, le Japon se permet un gros dérapage 360 no scope. Qui va dans cette vidéo. C'est Doraemon, c'est un animé pour enfants qui existe au Japon depuis plus de 50 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Surtout que par la suite on est d'accord pour dire que là c'est du harcèlement complet. Il recommence, il recommence et recommence encore. Bon, Doraemon et Nobita s'excusent à la fin, mais excusez-moi, ça me paraît un petit peu léger. Et encore, là on est dans le monde des animés, mais si vous allez aimer la télé... Oui, alors ici, ma foi, l'objectif pour le monsieur est de passer sous les jupes des filles afin d'identifier un mot sous chaque jupe de fille pour reconstituer une phrase complète. Alors, clairement, écoutez, le niveau de concept est stratosphérique. Mais encore une fois, on voit que là, ça a été fait dans les années 90, 2000 tout au plus, c'est quelque chose qui est vieux. Je veux dire par là que si je vais sur YouTube et que je tape jupe retournée, il n'y a rien qui va... Oui, bon, c'est des petits youtubeurs, il n'y a pas de gros concept autour de... 今回のチャレンジャーはよっちどみちゃん、おかゆしゅんしゅんの4人だ。見事先生の履いているパンツのゲームマスターに報告しよう。 Bon d'accord, là c'est vraiment l'équivalent de McFly et Carlito au Japon qui retourne la culotte du professeur pour savoir de quelle couleur est son sous-vêtement. Oh non mais c'est pas possible, ils vont pas quand même montrer sur YouTube des passages, ça passe pas de toute façon. Bon, ok, j'ai compris, le Japon a vraiment un problème avec les sous-vêtements et les retournements de jupe. Et qu'on vienne pas me dire que la vidéo date d'il y a je ne sais pas quoi... Mars 2023. Bon après là on est sur le YouTube japonais, c'est normal, il y a des vidéos bizarres qui sortent, je veux dire, si je tape par exemple jupe retournée sur Amazon, il y a rien qui va... Non. Non. Des livres Kindle sur Amazon avec des regroupements de photos où il y a des filles qui soulèvent leur... Alors, pour vous rassurer, le bon côté des choses, c'est que les photos sont de fausses photos. Tout est généré par intelligence artificielle et c'est même pas caché. Et je pense sincèrement que le mec qui a fait ça est un génie et qui s'est fait une fortune parce que il en est au 23e volume de ce truc-là. Il y a des tonnes de revues comme ça et les mecs vendent juste des images générées par IA. Il se fait même pas chier à imprimer le mec, juste il vend comme ça en format Kindle. Sur la fiche produit, c'est quand même écrit que c'est pour les 13-18 ans. Je pense qu'il a mal ciblé sa clientèle, si je puis dire ça comme ça. Mais je sais qu'il y a quelque chose qui vous tiraille dans la tête. Une question, voilà, un mythe autour du Japon où vous n'avez pas encore la réponse. La question ultime sur les culottes au Japon, que beaucoup d'Américains se posent d'ailleurs. Est-ce que les distributeurs automatiques de sous-vêtements d'occasion au Japon existent ou non? La réponse... c'est... non. Ah, je suis désolé de vous décevoir. Les distributeurs automatiques de ce style-là au Japon n'existent pas, ou tout du moins n'existent plus. Tout simplement parce que le produit est plus cher que ça et qu'il n'est certainement pas vendu dans une machine automatique. Il est vendu dans des magasins spécialisés vraiment, voilà, dédiés à ça. Objection, durant mon voyage au Japon, j'ai cherché et j'ai trouvé des machines comme ça. Ah oui, je suis sûr que ce commentaire allait apparaître, donc c'est pour ça que je vais vous expliquer pourquoi c'est pas possible. Ces machines-là, elles vendent juste des culottes normales. Peut-être avec un parfum mis dessus, je veux pas le savoir, mais ce sont des culottes normales, j'en suis sûr et certain. Pourquoi je suis aussi confiant comme ça? Eh bien, laissez-moi vous raconter. Dans les années 90, le business de culottes d'occasion explose. Le business fonctionne tellement bien qu'on cherche à automatiser la vente. Et c'est là où apparaît l'idée de vendre ça dans un distributeur automatique. La première machine apparaît à Chiba en 1993. Et forcément, le voisinage n'était pas très enjoué par la nouvelle machine. Ils ont donc râlé auprès de la mairie, mais malheureusement, il n'y avait pas de loi qui empêchait de créer ce genre de distributeur. Alors ils ont cherché, et ils ont fini par trouver une pirouette juridique en expliquant qu'il fallait une licence pour vendre des produits d'occasion. Licence que les vendeurs bien sûr ne possédaient pas. Les machines ont été retirées et depuis, en 2003, une loi est passée pour interdire ce genre de vente dans des distributeurs. Faut se rendre compte qu'à l'échelle de l'histoire, c'est quelque chose de très nouveau pour la population japonaise. Le port généralisé des sous-vêtements au Japon n'a même pas 80 ans. Et si tout le monde est aujourd'hui habitué à en porter, eh bien la société japonaise n'a pas encore avalé concrètement bien l'information. Elle est encore un petit peu, si vous voulez, dans son âge bête. C'est comme certaines vannes qui te font énormément rire lorsque tu es jeune, et quand tu grandis et que tu deviens mature, tu te rends compte que c'était pas si drôle que ça. Et je fais vraiment ce parallèle-là avec le Japon, parce que sincèrement, il y a beaucoup moins de représentations bizarres de sous-vêtements aujourd'hui qu'il y en
avait dans les années 90 ou 2000. On commence à comprendre que c'est moins drôle et il y a certaines choses qui ne passent plus du tout à la télé. Même pour la vidéo YouTube, tout le monde est consentant parce que c'est le jeu prévu, c'est le concept prévu pour la vidéo. Pareil, Hentai Kamen, le super-héros dont je vous ai parlé au début de cette vidéo, c'est un super-héros qui vieillit. Le film date certes de 2013, mais le contenu original, il date de 1992. Mais tout comme un bateau met un certain temps à s'arrêter à cause de l'inertie, il faudra attendre encore un petit peu avant que l'obsession des Japonais pour les sous-vêtements ne s'estompe. Car pour moi, cette obsession des Japonais vient du fait que l'industrie marketing et culturelle japonaise s'est beaucoup, voire beaucoup trop appuyée sur le panchira ou le skatomekuri. Et forcément dans ce processus, il y a eu des dégâts collatéraux et ça a créé des détraqués, des voleurs de sous-vêtements ou encore des industries parallèles. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Personnellement, j'ai adoré. Vraiment, je pensais pas que ce serait aussi intéressant de creuser la question des sous-vêtements au Japon. Vous pouvez télécharger le jeu Black Clover M dans la description. Et comme d'habitude, bien sûr, si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un pouce bleu. Moi, je vous dis à la prochaine. Tchuss.